Alors en fait là, un petit peu merci Anthony, ce que je vais vous donner un peu comme information. Alors évidemment, ce que j'avais un peu dit la fois dernière, l'histoire du théâtre est énorme. Hein. Donc je ne vais que survoler des points, vous donner, ça va être ma lecture des choses, donc je vais vous donner quelques références dans l'histoire. Et ces informations-là, y a un livre qui est vraiment, qui s'appelle Histoire du théâtre par André de Guel. Je vous le conseille fortement. C'est un livre qui en dessiné, hein, c'est-à-dire qu'il a pu réunir. C'est un grand spectateur qui a un grand témoin aussi de la décentralisation du théâtre en France. Et qui a pu recueillir plein de documents et qui a écrit et recueilli tout ça à travers ce livre-là. Il y a plein de références, c'est vraiment très très riche et très intéressant. Voilà. Comment s'écrit son nom? André de Guel. D-E-G-A-I-L-E. Et donc je me propose de vous donner il a fait une planche, une histoire un peu condensée du théâtre. Ça, c'est pas mal. Ça donne un peu les sources après. Et c'est à travers... Alors, je vais faire un peu Voilà, vous n'hésiterez pas à m'arrêter s'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires et vous avez envie que je précise, si je le peux. Et puis, mes camarades n'hésiteront pas non plus à m'arrêter et à intervenir. Donc l'histoire du théâtre, c'est quand même 25 siècles d'existence. On a là, dans l'Antiquité grecque, le théâtre était un peu une source de réflexion sur des grands thèmes civiques et qui amenait un petit peu la cité à se réunir autour de grandes questions. Au Moyen-Âge, on peut noter un peu, je fais vraiment un survol là-dessus, mais donc au Moyen-Âge, donc du 10e au 15e siècle, on passe, et là c'est intéressant, on passe du cœur des églises au parvis de l'église. Les questions de représentation, de festivité vont commencer à se déplacer, à sortir du cœur de l'église et à aller sur le parvis. Et puis, après, dans la rue. Et c'est là, après, petit à petit, on va voir les fêtes des fous, etc., qui vont surgir. Il faut quand même qu'on s'occupe du peuple. Il faut l'occuper, le peuple. Et c'est des représentations qui initialement font vivre l'histoire sainte. Et c'est pour le public, un public illettré, et on essaye un petit peu de lui donner un petit peu les références de l'histoire biblique. Donc c'est ce qu'on a appelé des miracles. Et des miracles, on passe au mystère. Et le mystère, c'est un peu, ça situe un peu les hommes entre l'enfer et le paradis. Et on a cette représentation très carnavalesque entre l'endroit du paradis où l'âme est sauvée et l'enfer où on brûle, etc. Et au moment un petit peu de la Renaissance, en fait, on commence à avoir une professionnalisation des comédiens. C'est là où on commence à avoir un peu un mouvement où très clairement les comédiens commencent à vivre de leur métier. Et là, on commence à fermer les théâtres. C'est-à-dire qu'il va falloir faire payer, du coup, les spectateurs. Et du coup, on commence voilà, il y a tout un système économique qui se met en place. Et les comédiens deviennent, on commence à voir le vedettariat apparaître.
Et voilà, ça commence à se situer à cet endroit-là. Là, c'est à peu près au niveau de la 16e, à ce niveau-là, à peu près. Donc, c'est ce qui va donner naissance au théâtre bourgeois. Le théâtre bourgeois, qui est là qu'on aura un petit peu une manifestation assez claire en fin 19e. Et le théâtre bourgeois, ce que je disais la dernière fois, c'est qu'il est absolument hermétique à tout ce qui se passe, notamment au niveau du roman, en termes de courant artistique, tout ce qui est de l'ordre du naturalisme, du symbolisme aussi dans la poésie, et de l'impressionnisme dans la peinture. C'est quelque chose qui est complètement perméable. Hein. Voilà, on n'en tient pas compte. Je dis ça parce que à partir du moment où l'idée de la mise en scène apparaît avec André Antoine, qui est un metteur en scène qui est né en 1858 et mort en 1943, et qui lui amène un peu un esprit de recherche dans le théâtre, et suivra aussi le cartel avec Jouvet, Batti, Pitouef et Dulin, et Copeau aussi. Enfin, Copeau ne fait pas partie du cartel, mais et là on commence à avoir un théâtre qui se questionne sur travaille sa forme. Et c'est là où arrive vraiment la fonction de metteur en scène, et qui produit un petit peu un théâtre d'avant-garde. André Antoine fonde le Théâtre Libre, donc, qui a existé de 1887 à 1894. Alors le Théâtre Libre, c'est un peu un genre nouveau, hein, à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on joue comme s'il n'y avait pas de spectateur, c'est-à-dire qu'on ne tient pas compte du spectateur, on va même jusqu'à jouer de dos, jusqu'encore hein, pour avoir traversé des écoles ici en France comme le conservatoire, c'était des choses qui étaient très difficiles, qui restaient ancrées encore. Hein. La dernière fois on parlait des mouvements dans l'époque et dans le temps, ce sont toujours des choses qui persistent d'une manière ou d'une autre, hein, quand les écoles comme ça voilà, sont inscrites. Il y avait aussi beaucoup de mouvements de scènes d'ensemble avec tous les personnages. Et il y avait aussi, là Antoine était dans un travail très influencé par le naturalisme, et il demandait à ses comédiens d'observer la nature, hein, d'être vraiment dans ce travail-là. Le rideau de scène était comme un quatrième mur, et on assistait comme à une tranche de vie, minutieusement reconstituée. On avait vraiment là, voilà, comme si on assistait à la vie. Reconstitué au détail, presque, voilà, on mettait comme même des vrais morceaux de viande sur le plateau. Hein, on sent presque, voilà, travailler aussi presque sur les odeurs. Donc, voilà, c'était lui, ce qui est une des phrases de Copeau, c'est la reproduction de la réalité par les moyens même de la réalité. Voilà, on prend la réalité, si il y a un arbre, il y a un arbre, etc. Globalement, bon, de temps en temps, je fais un peu des incartades en dehors de la France, mais globalement, l'Europe suit à peu près ce mouvement aussi à ce moment-là. Les sujets du théâtre naturaliste, ça parle des épidémies, des tares, voilà, enfin, il y a beaucoup de choses autour de la maladie, des maladies héréditaires. Voilà, il y avait un peu de ça. Et ça, il y a eu une tendance après qui est partie de là, qui a donné un truc assez intéressant en termes de forme, c'est le Grand Guignol. C'est-à-dire que le Grand Guignol, c'est un peu l'ancêtre du film du cinéma d'horreur. C'est-à-dire qu'on traitait toutes les angoisses. Voilà, il y avait un peu la femme séquestrée par un docteur fou, etc. etc. Et le Grand Guignol, c'était un peu dans les dates de sa tenue de 1897 à 1962.
Voilà. On verra aussi le rapport après, du coup, ce rapport au naturalisme engagé là par Antoine. On verra aussi comment il va se retrouver face au cinéma. Donc il y avait des pièces à thèse, donc aussi sur l'argent, les luttes sociales. Parmi des auteurs qui, à cette époque-là, sont restés un petit peu, on a des Courteline, par exemple, Courteline qui était sur des tranches de vie, et sur un petit peu tout ce qui était les tracasseries administratives de l'époque, et puis voilà, oui, judiciaires, militaires, matrimoniales, etc. Au fur et à mesure, donc le naturalisme est devenu voilà, presque un simple réalisme, et qui, du coup, face au cinéma, à un moment donné, a eu du mal à tenir, réellement, dans la pratique. Un petit peu en opposition à ce mouvement-là, ou en tout cas en contre, voilà, il y a eu le symbolisme qui est arrivé, un théâtre d'art qui était... Alors, il y a une personne qui a porté ça, c'est Paul Fort, F-O-R-T. 1872-1960. C'est un théâtre qui dit ne devoir rien au théâtre. Et la parole crée le décor comme le reste. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, on est vraiment dans une forme où on fait confiance là à l'imaginaire, évidemment, et à des formes très empoulées, quoi. Enfin, ça, c'est un commentaire de ma part. Dans les tendances en termes de temps, on a mal armé là-dessus. Et puis Maeterlinck aussi, qui a beaucoup, qui a donné des œuvres dans cette tendance-là. Donc Maeterlinck, c'est 1862-1949. Et qui découle aussi de cette tendance-là, du symbolisme, c'est Alfred Jarry, ses dates, c'est 1873-1907, avec Ubu-Roi. Ça, vous connaissez tous, Ubu-Roi, donc c'est cette forme un petit peu, enfin voilà, comment on tire un symbole, le roi. Ubu-Roi, ça va, vous voyez. Et là, Alfred Jarry, il va jusqu'à il y a la tendance du grand guignol, du naturalisme et de la marionnette, parce que tout ça étant un petit peu dans son champ de travail, quoi. Il y a aussi donc Paul Claudel qui est arrivé après en 1868-1955, qui est là aussi, bon, à la différence de Maeterlinck, lui il porte une foi, hein, donc ça c'est très, très ancré dans son écriture, et qui est tout dans cette tendance on peut dire du symbolisme. Donc le mouvement dramatique issu du symbolisme progressera durant un demi-siècle, et le naturalisme, réalisme, va être vraiment la forme qui sera en puissance là pendant ce fin 19e, début 20e. Mais il y a le Copeau et le Cartel, qui vont, eux, commencer à trouver un peu et à faire, travailler les questions de forme et sortir de cette ornière, entre guillemets, dans lequel va se retrouver le naturalisme et le réalisme, le naturalisme qui tire au réalisme face au cinéma. Et qui vont, eux, là, commencer à travailler ces formes, la forme du théâtre en étant en rapport au public, la question du rapport au public. Et on verra après par la suite, et il y a
ça aussi, ce qui va donner aussi à Brecht continuer cette pensée-là. La question du rapport au public. On peut avoir deux visionnaires un petit peu aussi sur la question de la forme du théâtre. C'est Gordon Gregg, 1872-1966, qui est lui pour un théâtre d'art autonome, qui pratiquement peut se passer de l'auteur et qu'il considère le théâtre comme une construction d'éléments se pliant à la volonté d'un seul homme, le metteur en scène. Voilà, il va jusqu'à aussi parler de l'acteur comme étant une surmarionnette. C'est-à-dire que tout est manipulable, tout est articulable, et c'est cet ensemble d'articulation d'éléments sur le plateau qui va faire une représentation du vivant. Il y a aussi Appia, Adolphe, de 1862 qui est né en 62 et qui est mort en 1928, qui lui prône le théâtre comme un art total, où le jeu d'acteur est lié à des questions de rythme. Il y a aussi un gros travail sur les questions de décor, d'éclairage. Et il dit, le metteur en scène inscrit dans l'espace ce que l'auteur a écrit dans la durée. C'est-à-dire qu'il commence là à ouvrir véritablement un travail de le metteur en scène auteur dans l'espace. C'est-à-dire qu'il commence à définir cette écriture-là. Et il ouvre aussi le rapport scène-salle. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans un face-à-face. On parlait de quatrième mur avec Antoine tout à l'heure. Là, il y a vraiment une relation entre la scène et la salle. Voilà, donc il supprime le rideau qui sépare ces deux espaces. On verra par la suite c'est des pensées qui évidemment se poursuivent chez d'autres. Voilà. Ça va, je vous pomme pas trop. Copeau. Alors Copeau, lui, ses dates, c'est 1879-1949. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ouvre le théâtre vers l'université. Et il va ouvrir une école. Il se veut un peu réformateur du théâtre. Il va... voilà, tout ce qui est... Alors, lui, il est vraiment... il oriente son travail sur le texte, mais tout ce qui est décor, il invite des illustrateurs aussi à participer au décor, mais c'est par rapport au texte. Il multiplie pas mal d'expériences, notamment en province, comme on disait à l'époque. Et c'est un peu un pionnier de la décentralisation. On pourra peut-être pas là, mais en parler après par la suite. Parce que là, moi, je vais m'arrêter un peu à peu près après Brecht, quoi. Alors, le naturalisme qui a été un petit peu lancé par Antoine et qui donc s'est transformé un peu en réalisme, on va dire, règne sur le théâtre de boulevard. Et donc, le théâtre de boulevard, vous voyez un peu ce que ça peut donner, le théâtre de boulevard. Il y a encore des formes aujourd'hui qui persistent sur les boulevards, ou dans les zéniths, des fois. Et donc, c'est des pièces en 3 actes, avec une psychologie bien observée, comme on dit. C'est-à-dire qu'on observe un peu les mœurs, voilà, comment ça peut, des personnages typiques vont pouvoir se comporter. Donc là, pour le comédien, il s'agit de paraître naturel,
tout évidemment en ne l'étant pas, puisqu'il n'y a rien de naturel d'être sur un plateau. Et voilà, c'est le but. Et puis pour l'auteur, c'est de réussir à faire des bons mots, hein, la belle phrase, le bon truc qui va être retenu après, derrière, comme étant un beau geste d'écriture, un beau... voilà. Et puis il y avait à l'époque aussi un recours pas mal à l'actualité. Et que chaque fin d'année, il y avait une espèce de revue de l'année, comme on peut faire aujourd'hui le bêtisier sur TF1, mais voilà, qui revient un peu sur des moments de l'année, etc. Voilà, là ça se pratiquait. Il faut voir aussi le théâtre comme étant aussi l'endroit où il n'y avait pas d'autres espaces. Vous vous rappelez comment, peut-être, enfin j'ose le dire, la télé, comment elle est arrivée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça... Voilà, ce qui était intéressant au moment où elle est arrivée, c'est peut-être créer des moments de réunion. Le théâtre a servi à ça pendant un bon nombre de temps, avant évidemment cette boîte qui a pu arriver dans tous les foyers. Je vais vous parler un peu du cartel, qui est quand même en France quelque chose qui a joué beaucoup sur l'histoire du théâtre. Le cartel qui a duré... donc le cartel, c'est une association une association de metteurs en scène. Et ça a duré de 1927 à 1939. Dans le cartel, il y avait Louis Jouvet. Louis Jouvet, donc ses dates pour lui, c'était 1887-1951. Et lui, c'était un peu, on peut le considérer comme l'ingénieur, quoi. Enfin, De Gaine le nomme comme ça. Il faisait des graphiques des pièces de théâtre. C'est-à-dire qu'il prenait une intention, enfin voilà, le caractère, voilà, il analysait par exemple, je sais pas, tel mot, telle température de personnage, etc. Le comportement de tel personnage tout au long de la pièce, etc. Et il allait jusqu'à dessiner des graphiques du texte. Et donc pour lui, il faut subir une pièce et pas la juger. Donc on est vraiment là dans un travail au service du texte. Charles Dullin, lui, c'est 1885-1949. Et là, c'est la préoccupation vraiment. Il a monté aussi une école. Et sa préoccupation, c'est le public. Hein. C'est-à-dire que s'il parle d'Oedipe, par exemple, il dit si Oedipe ne plaît pas au public, c'est Oedipe qui a tort. Hein. Voilà, c'est tout en direction du public. Ce qu'il faut voir aussi dans l'histoire là ce que je commence un petit peu à raconter là sur les gens que je m'appuie, ce sont des gens qui sont issus de, entre guillemets, des spectateurs. C'est-à-dire par rapport on sait qu'on devenait charpentier parce qu'on était fils de charpentier. Hein. Il y avait toutes des histoires de filiation comme ça. Et là, on a un peu des gens qui sont issus plutôt, pas forcément, c'est pas leurs parents, pas des familles de comédiens. Molière, voilà, il y avait aussi, on naissait dans une famille de comédiens, il y avait un peu un principe un peu de filiation automatique. Là, on a des gens qui arrivent un peu du public. Et ça me semble important parce que je pense que là, il y a aussi, au fur et à mesure, vraiment une préoccupation pour qui on joue. La troisième personne du cartel, c'est Gaston Batty, 1885-1952. De Gaine le nomme l'enlumineur. Alors lui, par exemple, il dit « Le texte est la partie essentielle du drame. Il est au drame ce que le noyau est au fruit, le centre solide autour duquel viennent s'ordonner les autres éléments. Mais le texte n'est pas tout. » Donc, voilà, il travaille beaucoup. En fait, il travaillait comme un peintre. Il faisait beaucoup il travaillait sur l'image scénique.
Et c'est lui, il a beaucoup ouvert sur le travail justement d'éclairage, etc. Il y a pas mal de choses, enfin voilà, il a ouvert ce travail-là. Et il y a Georges Pitoïev, 1884-1939, ça, il le nomme Degenn le magicien. Et il a un peu, justement, fait sauter un peu le réalisme et le naturalisme. Il a utilisé des petites feintes pour faire des images un peu magiques, comment faire voler les gens, comment avoir une illusion de quelqu'un qui flotte sur un plateau, etc. Enfin voilà, il a un petit peu fait ce travail-là. Un petit peu, beaucoup, hein, bien sûr. Voilà, alors, l'arrivée du cinéma, c'est en 1895. Hein. Donc la réalité, mieux prise en charge enfin, est mieux pris en charge évidemment par le cinéma. Là, le théâtre naturalisme en prend un petit coup quand même. Et du coup, là, on a le théâtre dadaïste qui est arrivé un peu dans les années 20, mais qui a été peu représenté en public. Et on avait dans ce théâtre-là des personnages un petit peu organes, des nez, des bouches, des oreilles, voilà, une espèce de forme, enfin de corps, et qui était basé un peu sur les pulsions vitales, et qui était plus importante, pulsion vitale plus importante que la psychologie. Hein. Voilà, ça refusait un peu la psychologie. Mais les surréalistes ne sont pas très intéressés par le théâtre parce que c'est quand même considéré principalement comme étant quelque chose de bourgeois. Donc on l'investit pas tant que ça. Voilà. Et nous avons notre ami Artaud. Alors, je vous promets qu'Artaud, là, je vais vous en parler un petit peu, mais c'est évident que l'année prochaine, on va passer beaucoup plus de temps sur Artaud, parce qu'il y a enfin voilà, c'est une œuvre assez conséquente et qui a encore, à mon avis, encore à puiser aujourd'hui et à faire ressurgir des choses qui doivent probablement nous intéresser en termes de forme aujourd'hui. Donc pour le cartel, le cartel faisait un théâtre, donc les personnes dont je vous ai nommé, hein, faisaient un théâtre considéré d'avant-garde. Artaud aussi, hein, mais c'était une avant-garde plutôt surréalisante et élitaire, des poètes, et hors de toute chapelle. Donc il fonde en 1926 le théâtre Alfred Jarry. Il y a une faillite rapide. Ça se casse la gueule. Donc il a écrit le théâtre de la cruauté. Hein, donc lui, il s'intéressait plus à l'événement fortuit qui perturbe la cérémonie théâtrale. C'est-à-dire le trou de mémoire du comédien, un incendie dans un théâtre, quelque chose qui perturbe complètement et qui met tout le monde pratiquement dans le même état de panique. Il dit « Tout ce qui agit est une cruauté ». C'est sur cette idée d'action, poussée à bout et extrême, que le théâtre doit se renouveler. Une autre phrase. Au point d'usure où notre sensibilité est parvenue, il est certain que nous avons besoin avant tout d'un théâtre qui nous réveille, nerfs et cœur. L'espace du théâtre, c'est toujours lui qui parle, l'espace total du théâtre, ah non, c'est pas lui qui parle, pardon, excusez-moi. Pour lui, il investit l'espace total du théâtre, hein, c'est-à-dire qu'il va travailler sur l'espace du mur, du sol au mur, et il travaillait sur la question de comment envelopper aussi les spectateurs dans cet ensemble, comme il dit, dans un bain de lumière, d'images, de mots, de bruit. Voilà. Alors,
À l'étranger, un peu, on aura, après 14-18, la guerre 14-18, il y a un mouvement assez, enfin des plasticiens notamment, un mouvement futuriste en Italie, et de l'école d'architecture du Bauhaus en Allemagne, qui commence à entendre porter à la scène l'homme nouveau et son environnement de machines au milieu des machines. Alors on a des représentations, je ne sais pas si je vais retrouver assez rapidement, mais du coup ça donne des représentations assez géométriques et qui... voilà, c'est pas étonnant, hein, après 14-18, qu'est-ce que ça prépare? Encore une fois, on peut lire l'histoire à travers les formes artistiques. Hein, c'est l'homme nouveau. Et du coup, là, je reviens un petit peu sur la préoccupation d'Artaud, hein, qui était d'avoir un théâtre qui nous réveille après une usure un petit peu de nos sensibilités. La question un petit peu de nos rapports à travers nos doudous et nos outils de communication, etc. C'est des questions qu'on peut travailler aussi avec Miguel là-dessus. Qu'est-ce qui va faire encore du vivant, et ça, c'était la préoccupation d'Artaud, évidemment, à ce moment-là. Je pense qu'on peut continuer à la creuser aujourd'hui. Je ne vais pas remettre la main dessus, mais peut-être après. Donc ça donnait lieu, ces formes-là, des espèces de ballets mécaniques un peu spatio-plastiques, quoi. Enfin, il y a un peu, voilà, vous avez des formes géométriques, des comédiens qui étaient dedans et qui manipulaient tout ça, et ça donnait ces œuvres-là. On a deux grands théoriciens aussi dans ce début de fin 19e, début 20e. Stanislavski, ses dates c'est 1863-1938. Lui, on est plutôt dans la tendance réaliste. Il a conçu une méthode qui encore aujourd'hui inspire une école qui s'appelle l'Actor Studio, dans lequel bon nombre de comédiens de cinéma se forment et qui voilà, vont chercher, le comédien va chercher le petit geste qui fait vrai, le petit tic, voilà, c'est de Robert De Niro, etc., enfin, plein de comédiens de l'industrie du cinéma se sont formés dans cette école. Donc ils travaillent vraiment à rendre le plus réaliste possible un personnage, quoi, à travers des gestes, des tics, des comportements, enfin voilà, des petits sourcillements, voilà. Et puis un autre théoricien, c'est Meyerhold, et lui, il est plutôt dans une méthode, enfin, il est plutôt constructiviste, hein, en termes de forme. C'est-à-dire que lui, il dit du théâtre que le théâtre n'a pas à imiter la vie. C'est un art de convention. Et qu'il demande aux comédiens d'être plutôt athlétique, mettre son corps un peu au service de la représentation et de participer à un ensemble, à un système de signes qui va faire le spectacle. Donc voilà, c'est basé sur ce travail d'acteur, et donc il y a toute une pensée autour de la biomécanique, hein, les calculs sur les forces, un petit peu, trouver un petit peu les équilibres entre les forces et entre les éléments et les comédiens. C'est ça qu'on appelle constructiviste, à cause de la biomécanique. C'est la forme, c'est-à-dire que la forme de la représentation du spectacle amène à quelque chose de constructiviste. C'est-à-dire qu'il demande aux comédiens d'être dans ce travail-là pour manipuler après tous les éléments qu'il va y avoir après au plateau. C'est ça qu'on appelle constructiviste. Là, je parle de la forme de représentation. Les costumes, c'est des uniformes, voilà, enfin, c'est des symboles forts comme ça qui sont manipulés.
Ensuite, il y a Bertolt Brecht qui arrive en 1898 et 1956. Moi, je dis qu'il arrive, c'est à peu près les mêmes dates. Hein. Et lui amène cette pensée, enfin l'effet V, hein, qu'il appelle, c'est-à-dire la distanciation. Alors, la distanciation, pour lui, la distanciation, l'effet V, c'est mettre à distance le personnage, mettre à distance afin que le spectateur ne soit pas face à une représentation, à un miroir, mais bien à une réflexion et à une pensée. Donc, pour lui, l'identification du spectateur au personnage n'est pas ce qu'il recherche. Au contraire, lui, ce qu'il recherche, c'est qu'on raconte, un théâtre de récit, on raconte une histoire, mais le spectateur doit rentrer dans la problématique et pouvoir réfléchir du monde avec ce qui lui est proposé. Donc il va là exposer un petit peu tout le cadre du théâtre, c'est-à-dire que c'est là aussi on peut commencer à avoir des projections sur le plateau, des choses un petit peu, enfin des écriteaux, voilà. Il va aussi éviter l'obscurité totale dans la salle pour que les gens puissent se voir et éviter à l'illusion du réel. Hein. C'est-à-dire que la représentation est avouée. Tout est mis vraiment sur le plateau. On peut presque aussi voir les comédiens changer de costume, etc. Ça fait partie de ce principe-là. Alors les costumes, eux, là-dessus, lui, il travaille des costumes très, très réalistes, du coup. Enfin, voilà, ça fait partie un peu donc avec une usure, jusqu'à l'usure provoquée, artificielle, qu'il fait pour les rendre réalistes. Il va jusqu'à utiliser aussi... Alors, ce qu'il faut lire sur la scène brechtienne, c'est que c'est vraiment très éclaté. C'est-à-dire qu'on peut avoir un fond sur un fond très symbolique, on va dire. Je ne sais pas, amener un fond rouge ou je ne sais pas, voilà, marquer quelque chose d'assez symbolique comme ça. Et puis mettre un arbre très stylisé, par exemple, sur le plateau. Et puis on va avoir aussi les projecteurs apparents, et puis des diapositives qui vont projeter des citations ou des notes sur l'époque où ça se passe, etc. Donc il commence, et c'est un petit peu ce que je notais là tout à l'heure par rapport il développe le travail d'écriture au plateau, enfin dans l'espace. Hein. Il développe vraiment ce travail-là. Et donc là, il a été aussi pas mal influencé, enfin, un de ses contemporains qui s'appelle Karl Valentin. Et je vais vous lire ce texte-là. Il portait des clowns métaphysiques à peu près. Hein. Bertolt Brecht à propos de Karl Valentin. Lorsque Karl Valentin, dans le vacarme d'une quelconque brasserie-restaurant, s'avançait mortellement sérieux parmi les bruits incertains des dessous de verre, des chanteuses et des pieds de chaise, on avait immédiatement le sentiment aigu que cet homme ne venait pas faire des plaisanteries. Il est lui-même une plaisanterie vivante. Une plaisanterie tout à fait compliquée, avec laquelle on ne plaisante pas. Il est d'un comique entièrement sec, au spectacle duquel on peut continuer à boire et à fumer, et qui vous secoue perpétuellement d'un rire intérieur, lequel n'a rien de particulièrement débonnaire. Je vous lis ce petit texte de Brecht à propos de Karl Valentin, parce que
il me semble qu'on peut y voir là déjà l'arrivée voilà, de Beckett et de Ionesco sur un peu cette atomisation à peu près de l'être humain, c'est-à-dire jusqu'où on va aller dans l'intérieur de l'existence. Voilà, c'est un peu le clown métaphysique que portait Karl Valentin. L'intention de Brecht, on peut la voir là-dessus. Au théâtre, nos images de la vie sociale, nous les faisons pour les rectificateurs de fleuves, les pépiniéristes, les constructeurs de moteurs et les transformateurs de la société, que nous convions chez nous, les invitant à ne pas oublier leur joyeux intérêt dans notre maison. Car nous voulons livrer le monde à leur esprit et à leur cœur, afin qu'ils le changent selon leur gré. Il n'y a que les hommes qui soient efficaces là où il y a des hommes. Et voilà, c'était un peu on peut voir l'intention de Brecht là, pour qui on joue, pour qui on fait du théâtre. Donc il livrait là des œuvres qui étaient pour ouvrir l'histoire et l'appréhension du monde pour que les gens changent le monde. Concernant les formes, du coup, il y a notamment un métier aussi qui a apparu avec Brecht, c'est le métier de dramaturge. Il faut entendre pas comme auteur, mais comme un conseiller littéraire et politique, historique, auprès du metteur en scène. Il utilisait beaucoup la chanson aussi, qui est à travers une forme un peu particulière, parler, chanter, et ce qui donnait un petit peu, ce qui permettait notamment par rapport à l'effet de distanciation, où d'un seul coup le personnage pouvait enfin voilà, le comédien en parlant, chantant, pouvait se mettre à distance de son propre personnage. Et donc après, on va avoir le théâtre de l'absurde qui va arriver avec Ionesco, Beckett, Adamov. Juste une question par rapport à la distanciation. Oui. Tu le présentes comme si c'était l'acteur, le comédien, qui devait se mettre en distance par rapport au personnage. Oui. Moi, j'ai toujours compris que c'est aussi l'effet sur le public. C'est-à-dire que le public ne va pas complètement rentrer dans le jeu. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas l'identification. Mais l'identification peut... sur la chose. Voilà. Et donc c'est bien ça. Donc, et pour ce faire, si le comédien joue dans son intégralité sur le fait qu'il est le personnage et qu'il n'est pas autre chose, là, il y a une identification immédiate qui se fait. C'est-à-dire que si je dis je suis Roméo, et je vais jouer Roméo. Par contre, si je dis je suis Roméo, et après, je ne sais pas de quelle manière, etc., je joue et je regarde ma main et Roméo fut là, je commence à créer une distance qui permet du coup au spectateur de dire « Ah oui, c'est pas vraiment Roméo. Ah oui, je me rappelle, c'est un comédien. » Donc du coup, de ne pas être dans une identification de miroir, quoi, en fait, c'est ça. Donc c'est ça. Après, il y a... C'est une méthode qui a été aussi interprétée de mille et une manières, jusqu'à des représentations probablement très ennuyeuses où les comédiens ne jouaient pratiquement plus. Il y a eu une tendance comme ça, dans le sens où voilà, on veut plus, on est dans la distance totale. Enfin, ça a pu rendre ce genre de choses aussi, mais ça, comme toute méthode et toute pensée qui est pas... Voilà. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a rendu le comédien complètement mobile sur un plateau. C'est ça qui est intéressant dans cette forme. C'est-à-dire qu'à partir de là, le comédien, il peut jouer à un moment donné tel personnage, puis hop, prendre une autre couverture et jouer un autre personnage. Donc c'est ça qu'a donné un peu Brecht, on va dire, sur le plateau. C'est qu'il a poursuivi cette idée d'écriture scénique, mais tout en l'ouvrant complètement aussi à la salle. Hein. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, la salle est toujours allumée, plus ou moins. Enfin, on n'est pas dans l'obscurité totale. On ne cherche pas à faire de l'illusion totale. On est toujours en représentation, on est dans un théâtre et on est là en communauté pour recevoir quelque chose qui va nous amener à penser le monde.
pro. Voilà, c'est un peu ça son oui. Oui, vas-y, Pedro. Hein. Alors, moi, je vais jouer le spectateur du public qui pose une question un petit peu dérangeante. Là, tu es d'accord que là, c'est l'interprétation de l'histoire du théâtre? C'est une parmi d'autres. Oui, c'est pas l'interprétation officielle de l'histoire du théâtre. Non, il n'y a rien d'officiel, c'est juste moi une lecture du temps de l'histoire du théâtre. Je fais ressortir des choses. Après, c'est quand même des choses c'est quand même des références qui enfin là, je parlais de Brecht. Il n'y a pas aujourd'hui, enfin, dans la manière dont le théâtre peut se faire aujourd'hui, il y a évidemment une influence forte. Voilà. Oui, parce que c'est deux choses. Une première, c'est que, enfin, pour moi, bon, je ne suis pas un spécialiste du théâtre, hein, même si j'aime bien, même quand je prends la parole, avoir des gestes, etc., des attitudes. Même si j'ai pratiqué aussi un petit peu une certaine forme de théâtre, hein, notamment le théâtre forum, que tu n'aimes pas, d'après mes souvenirs. Moi, j'ai en tête que le théâtre, depuis que le théâtre existe, il y a toujours eu cette distance. En fait, quand tu es acteur, rien que le fait de ta façon de t'exprimer montre que tu n'es pas, tu citais, bon, tu donnais l'exemple de Roméo, que tu n'es pas Roméo, que tu es en train de jouer Roméo. Rien que dans la façon de s'exprimer, qui est très théâtrale. Hein. Là, par exemple, bon, tu vois, j'accentue les choses. Même dans cette façon, même dans l'Antiquité, avec le masque et tout, c'était très. Il y a une façon de jouer qui n'est pas. C'est pas le cinéma, quoi. Ouais, parce que le cinéma, au contraire, tu es au plus proche du personnage que tu joues. Ouais. Donc il n'y a pas de distance du tout avec le personnage que tu vas jouer. Ouais, ça dépend encore du cinéma, hein, parce qu'il y a des cinémas. Oui, bon. Bon, voilà. Je suis généraliste comme le gars que tu cites là. Après, il y avait autre chose concernant le. Mais je ne comprends pas en fait ce que tu dis là. Non, tu ne comprends pas. Non. C'est que moi, je ne pense pas qu'il y ait de rupture comme ça. Ah oui, alors voilà, attends, je pense que permets-moi, juste parce que là j'ai enfilé effectivement des dates et des personnes voilà, qui ont fait l'histoire du théâtre, enfin voilà, mais évidemment, et vous avez vu, tout ça c'est dans le même temps, c'est-à-dire c'est des temps, c'est du parallèle, et c'est pour eux aussi, c'est-à-dire qu'il y a des courants qui s'entremêlent, etc. Enfin, je veux dire, si vous voyez un peu ça, voilà, là, dans les courants, ici, ça se complique, hein, au niveau de tous les courants, etc. Donc, c'est pas, faut pas, c'est vrai que du coup, j'ai fait un peu un enchaînement point par point, mais c'est pas après Meyerhold, Stanislavski, après, etc. C'est des temps, enfin voilà, c'est juste, du coup, faut pas entendre ça comme une succession chronologique. Mais... Oui, moi je pense que la distance du comédien, c'est au cœur même de tout travail qu'on appelle théâtre. C'est-à-dire que ce soit les gens de la comédie française. Non, il y a des écoles pour resituer, par exemple, le travail l'école de Stanislavski, c'est vraiment basé sur son expérience de corps personnel. Enfin voilà, comment, tu vois, par exemple, on va dire comment exprimer la souffrance, et Stanislavski va peut-être t'inviter à revenir un petit peu sur ce que tu as pu déjà vivre pour essayer de retrouver. Ça n'infirme pas du tout ce que je raconte. Simplement, tout ce que tu vas aller chercher et trouver, tu vas en faire quelque chose. Ce qui distingue vraiment le comédien, là où il n'y a pas de distance, c'est chez les gens qui ne sont pas des comédiens et qui font qui jouent, par exemple, des spectacles du genre Alain Sachs, je ne sais pas si vous voyez les gens qui font de la musique et puis qui font en même temps de la danse, des choses comme ça. Il y en a un certain nombre comme ça. Ou même, par exemple, les gens de Jacques Tati, là, comment ça s'appelle ?
Comment tu dis Non, de Jacques Tati. Le centre Jacques Tati, là, Oui. c'est leur lieu, leur base, là, les chic shops, là, non, c'est pas. Les Zigzazou, là, voilà. Bon. Très souvent, quand ils jouent, ils nous font ce genre de théâtre d'amateurs, complètement enfantin, quoi. Ils ont une façon de parler, tout ça. On sent, il y a une vraie différence entre celles que je vois de toutes les comédies, les comédies du boulevard. Il y a un jeu d'effets, une distance qu'ont les gens quand ils jouent. Oui, c'est codifié, c'est ça. C'est codifié. Non, mais c'est pas codifié. C'est comme ça qu'ils le sentent, c'est comme ça qu'ils le font, et ce sont des effets. Ce sont des effets. C'est du théâtre c'est du théâtre de foire, justement. Là, tu n'as pas. Par exemple, dans la culture, on a eu du Théophile de Viau, il y a 2-3 ans. C'était des trucs avec des gens qui se tapaient dessus très souvent. N'empêche que c'était un travail pour moi, c'est un travail de comédien. Il y a vraiment cette. Alors, il n'y a pas une. Il y a la volonté de faire un effet et ils le font. Voilà, c'est ce minimum de distance, ils le font tout le temps. De même que dans les théâtres, par exemple dans les théâtres dits réalistes, les théâtres. Moi, je me rappelle, oui, c'est ça. Un jour, là, je voyais. Ils nous repassaient des trucs qui avaient une quarantaine d'années, puisque Richard Berry, par exemple, nous montrait comment il travaillait à l'école. Et alors, dans ce truc-là, d'une certaine façon, on ne s'y retrouvait plus du tout. C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de sincérité lyrique, mais en fait, ça n'était que des. C'était comme un. Je ne sais pas comment dire. Ils volaient de travers, quoi. Tout venait d'une certaine. Ils oblitéraient un petit peu les voix comme ça pour qu'elles ne soient pas strictement poétiques, pour qu'elles ne soient pas strictement lyriques, pour qu'elles ne soient pas strictement littéraires, avec une forme d'esthétique. Et ça, pour moi, c'est de la distance. Quand tu écoutes. Ouais, alors, la distance telle pensée par Brecht, elle est à destinée d'une ouverture sur la problématique. C'est-à-dire que ce n'est pas de la distance du nécessaire parce que j'ai besoin de la distance vis-à-vis de mon propre outil, quel que soit l'outil que je manipule, d'accord ? C'est une distance dans laquelle le spectateur va pouvoir, lui, s'investir dans la représentation et y trouver, lui, ses points d'articulation pour penser. C'est ça la distanciation. Oui, non, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est un espace. C'est ça l'intention. C'est-à-dire que, oui, mais du coup, en termes de pensée et de représentation, c'est vachement important parce que du coup, là, il y a un espace pensé pour le spectateur. Que dans des processus de représentation, des fois, il n'y a pas du tout. Oui, je t'écrase le truc en te disant, vas-y, t'as vu, c'est super beau, et t'as pas tu te fais, waouh, t'es vachement impressionné, t'es dans l'émotion, etc. Mais où il est l'espace. C'est là où moi, évidemment, j'ai une position à cet endroit-là, mais c'est juste pour être précis sur ce qu'on parle de distanciation. C'est pas la distance nécessaire. Évidemment que le comédien, c'est un ouvrier comme un autre, entre guillemets, il a ses outils et il va faire, il a besoin de, oui, c'est pas le vrai, tu vois. Oui, d'accord, ok, c'est pas le vrai. Mais après, c'est qu'est-ce que tu ouvres et qu'est-ce que tu fabriques, quoi. Et après, pour les gens, où t'invites les gens, à quel endroit, hein, Mais en étant simple, le bon comédien de théâtre, enfin, c'est très, je porte un jugement peut-être. En tout cas, si tu veux, le bon comédien de théâtre, tu vois tout de suite qu'il est en train de faire du théâtre. Tu vois, lui jouer, quand tu le vois, il suffit si on a l'occasion de se passer un documentaire, il suffit de l'écouter, de le voir, pour voir qu'il est en train de faire du théâtre. Par contre, tu vas voir d'autres représentations où tu ne sauras pas si c'est
si c'est vraiment du théâtre, ou alors c'est du mauvais théâtre, quoi, tu vois. Parce qu'en fait, comme il est trop proche de la personne ou du rôle, du caractère qu'il est en train de jouer, donc du coup, il n'y a pas cette distance. Jouer, elle est là tout de suite, la distance. Il arrive, que ce soit le flic quand il joue le flic, ou Knock, quand il joue Knock, tu vois tout de suite qu'il est en train de faire du théâtre. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille? Oui, alors peut-être que du coup, peut-être ce que tu dis là, c'est que d'un seul coup, les codes de représentation sont très clairs et que là, d'un seul coup, il y a une évidence qui arrive. Il est décalé. Oui, il est décalé. mais je pense que c'est pas qu'une question d'acteur non plus là, à cet endroit-là. C'est aussi une question d'ensemble, ou comment on sait où... Enfin, d'un seul coup, je sais pas, on sait où on est et on sait à quoi on a affaire. Je vais te donner un exemple de théâtre. C'est comme les politiques. Tu vois très bien qu'aujourd'hui, on a des nuls, on a des médiocres partout, parce que il suffit de les écouter, tu t'aperçois tout de suite qu'ils sont complètement dedans, et il n'y a pas ce recul. Par contre, tu te passes des reportages sur Cohn-Bendit, sur... oh là là, il n'y en a plus beaucoup, il faut aller chercher loin maintenant. Enfin, tu te repasses des vrais politiques, tu vois, et tu vois la différence. C'est-à-dire qu'ils sont effectivement dans un rôle, tu vois, ils sont en train de jouer quelque chose pour faire fonctionner la politique. Tu vois? Tandis que là, tu as Hollande, il ne fait pas de théâtre, il ne fait pas de politique. Lui, hein, il met sa petite tenue et puis il fait ce qu'on lui demande de faire. Quoi. Non? Oui, je ne sais pas le faire. Une question. Oui. Dans tout ça, cet exposé historique, quel est le lien avec l'histoire ne sert qu'à être au présent. Maintenant, qu'est-ce que tu en tires, toi, en tant que metteur en scène? Quel est le lien avec... quelle est la quintessence que tu tires de tout cela? Où tu te positionnes dans ton théâtre à toi, avec ta troupe à toi? Là, évidemment, moi, je voulais vous amener un petit peu le moment où la mise en scène est apparue. La question de la mise en scène est apparue. Le rôle, enfin voilà. Parce que je pense qu'à partir de là, effectivement, la question de l'écriture scénique s'est vraiment engagée, enfin, dans ce que je vous ai donné un petit peu comme référence, et d'écriture, voilà, jusqu'à, évidemment, bref. Donc, là, pour moi, j'ai donné un peu les soubassements, un petit peu de... Enfin, nous, on va se positionner, évidemment, enfin, dans l'écriture, enfin, vis-à-vis de Brecht, dans l'écriture scénique, dans la manipulation aussi des éléments, et c'est un petit peu toujours dans cette veine-là qu'on fait. Mais je ne crois pas me tromper qu'aujourd'hui, le théâtre contemporain se nourrit encore, enfin, et nourrit encore de cette histoire-là. Donc là, j'ai pas dit grand-chose où on se situe. Après, je pense que c'est là où peut-être l'année prochaine, en allant de manière un peu plus profonde, il y a des sources d'inspiration très fortes chez nous, enfin chez Artaud. Je sais que Cossy, voilà, ça fait partie un peu des veines un peu dans lesquelles qui nous touchent. J'ai parlé de Gordon Gregg tout à l'heure comme l'acteur sur marionnette. Il y a évidemment, enfin voilà, on est un petit peu, enfin il y a des touches chez les uns, chez les autres qui nous parlent. Voilà. Après, je pense que intrinsèquement le théâtre qu'on fait est un théâtre qui a envie de parler de notre temps et du temps présent et de nous amener dans un moment de communion ensemble, voilà, et de rappeler l'espace du théâtre. C'est pour ça que je rappelle Brecht, ce qu'il a lui aussi un petit peu amené dans cet espace-là, me parle, moi, dans le sens où comment, à travers un divertissement, du chant, de la danse, enfin, des mouvements de ballet, des choses comme ça, on peut amener de la pensée et de la pensée au plus grand nombre, et peut-être au moins à des gens qui n'ont pas forcément tous les outils, et le temps et l'espace nécessaires pour ça. Voilà. Oui, sauf que la grande différence avec Brecht est quand même que Brecht s'inspire des contes ou des vraies histoires, alors que
chez vous, c'est pas le cas du tout. C'est pas vrai. C'est pas C'est pas vrai parce que. Bah, on va passer à un film. C'est pas vrai parce que par exemple le prochain spectacle, le prochain spectacle aussi, il était très dans les comptes. Hein. Enfin, là, le prochain spectacle qui s'appelle donc La Conférence des Chiens, ça y est, le titre est entériné. Donc ça s'appelle La Conférence des Chiens et c'est basé sur 3 conteurs qui rassemblent une histoire qui va nous raconter. Enfin voilà. Et je pense que il y a toujours. En guise de divertissement, il y avait des histoires comme ça qui étaient à la place de. En guise de divertissement, il y a des histoires. Non. vous l'histoire. Oui, mais c'est parce que je pense que et là on hérite évidemment de l'éclatement et de la construction. Voilà, on a du mal à échapper à notre temps. Non plus. Non, ça ne va pas. Non, mais bon, après, c'est. Non, enfin, on va être très clair aussi hein, là-dessus. Hein. Nous, on se positionne simplement où on est. Enfin, ce travail-là nous permet d'autant plus de nous resituer et de bien préciser qu'est-ce qu'on manipule et pour aller encore au plus loin et au plus proche enfin, de nos intentions. Donc, évidemment, voilà, on n'a pas à se comparer à ce genre de personnes, mais évidemment, c'est des choses. Ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que je ne sais pas si vous l'avez senti, mais c'est vrai que la présentation, point par point de personnages comme ça, les met un peu dans, enfin, a pu faire croire à une perspective chronologique, mais vraiment, l'idée, enfin, faut voir que tout ça, ça se trame et ça s'entrelace, quoi. Enfin, et que du coup, ça s'influence. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai que après, nous, notre problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'espace de représentation qui est actuellement complètement bouffé par les écrans. Ouais, enfin, là, pour ramener la problématique au théâtre, quel est le problème du théâtre aujourd'hui? Enfin, le problème. On disait qu'à un moment donné, le naturalisme s'est fait coincer par le cinéma parce qu'à un moment donné, la question de la représentation du réel, à un moment donné, il y a des outils hyper efficaces pour. Et du coup, c'est vrai que même nous, à un moment donné, on a été amené à utiliser de la vidéo sur le plateau, des images, enfin voilà. Voilà, est-ce que, enfin, il faut se reposer la question du théâtre, quoi. Qu'est-ce qu'on fait encore, enfin, par rapport à ces espaces de représentation et qu'est-ce qu'on peut encore faire vivre, quoi, enfin, de rendre vivant, quoi. La rue. Du théâtre de rue. La rue. De la rue. Et aujourd'hui, les jardins s'ouvrent aussi, il y a du théâtre. Donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, enfin, de toute façon, enfin, je sais pas. C'est-à-dire que j'ai forcément parlé des limites, mais pour moi, le danger du théâtre de rue, enfin, c'est d'être dans. Ouais, mais le théâtre est éphémère. Le théâtre est éphémère. Le théâtre est éphémère en soi. C'est pas danger. Tout dépend de ce qu'on entend aujourd'hui par éphémère, parce qu'on a des moyens de mémoire avec les films, les vidéos, etc. Oui, mais il y a un temps, il n'y avait pas tout ça et c'était vraiment éphémère. Oui, mais le théâtre joue. Oui, mais le théâtre joue sur le moment. Le théâtre joue sur le moment, quel qu'il soit filmé après, etc. Je veux dire, on sait très bien que là, par exemple, on vous propose tout à l'heure de projeter 5 minutes du dernier spectacle pour qu'on parle effectivement de nous, notre travail et comment on envisage aujourd'hui le théâtre. Mais je veux dire, c'est pas la représentation, parce que vous allez voir, c'est des images. Donc du coup, comme c'est très, enfin, on peut pas, voilà, c'est pas, voilà. Mais pour le théâtre de rue, la limite, c'est de l'événementiel. C'est-à-dire que c'est de devenir, voilà. Alors, il y a des moments, enfin, il y a des moments magiques. Hein. Moi, j'en ai vécu, hein, au théâtre de rue. Il y a des limites partout. Bien sûr. Choisi, quoi. Et après, ouais, donc après, c'est pas. Qu'a bouleversé le metteur en scène, parce qu'il y a toujours eu quelqu'un pour mettre un petit peu en scène, quoi. Même si, par exemple, j'avais entendu un jour
le fait qu'il y avait à Paris, à la porte de Saint-Martin ou Saint-Denis, il y avait un jour de foire là où les comédiens allaient avec leurs costumes et leurs textes, et puis ils étaient embauchés ou non pour des représentations. Alors que bon, effectivement, depuis ça a évolué, mais qu'est-ce qu'ils ont vraiment bouleversé les metteurs en scène actuels, modernes, je ne sais pas, Chéreau, Maréchal, je ne sais pas, Planchon. Ils ont, enfin, par exemple, Chéreau a fait un travail sur la base du comédien, ouais, qu'est-ce qu'ils ont amené C'est ce que tu as dit. Voilà, l'apparition de la mise en scène. Oui, mais voilà. Qu'est-ce que ça change? Là, je parlais en termes dans le temps. Qu'est-ce que ça a changé? Enfin, l'arrivée de la mise en scène, c'est la conception de l'écriture scénique, quoi. Oui, c'est-à-dire à partir et du coup de commencer à être vraiment sur comment les choses se pensent de A à Z avec tous les éléments qui vont composer un spectacle. C'est ça l'arrivée du metteur en scène. C'est ça, en gros. Pardon? C'est un antinaturalisme, en gros. Non, parce que Antoine était naturaliste. C'est pas la question de la forme du mouvement. C'est qu'est-ce que ça engage du coup comme nouvelle conscience et conception, et du coup conception, et qu'est-ce que du coup ça joue. Du coup, je dirais, ce que je disais un petit peu en amont, grossièrement, c'est qu'avant Antoine, il y avait le théâtre bourgeois qui ne se préoccupait absolument pas des formes artistiques qui pouvaient se jouer dans les romans, dans la poésie, dans la peinture. Voilà. Et là, d'un seul coup, c'est peut-être qu'à partir de là, le théâtre commence à s'ouvrir un petit peu aux autres arts, et pouf, il y a du symbolisme, du naturalisme qui commence à rentrer là-dedans. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et du coup, voilà, aujourd'hui, autour de la table, il y a une musicienne, il y a un plasticien et une costumière. Le comédien, il est là-bas. Ce que je veux dire, c'est que du coup, le théâtre, c'est peut-être là, d'un seul coup, un peu ouvert à tous les arts et a commencé à tisser des choses. Enfin, je parlais aussi là de comment du Bauhaus, enfin voilà, des formes. Il y a eu ça. De toute façon, il y a une infinité. Dans les conservatoires, Non, mais vas-y. Non, mais. Bon. Non. C'est à l'infini, quoi. Par exemple, là, dans le descriptif que tu as fait, donc effectivement, une rétrospective du théâtre, Garcia Lorca et la Barraca, tu le mets où là? Ah non, mais là, ok, d'accord. Non, okay, mais juste une question. Ok, non, mais d'accord, ok. J'ai fait juste une petite. J'ai européen. Hein? Juste un peu européen. Mais c'est européen, Garcia Lorca, c'est l'Espagne. Oui. C'est européen. Pardon. Non, mais Garcia Lorca, il est là-dedans, c'est-à-dire c'est un français au Valle Inclán, c'est un théâtre symboliste au départ, et puis après c'est la veine populaire qu'on retrouve chez Brecht. Voilà, donc effectivement, il est dans la description. Oui, après, on parle pas. Enfin, là, on parle encore de mouvement et de tendance. Enfin, voilà, on peut essayer d'ouvrir à ça. Tout à l'heure, tu t'es censuré, tu t'es coupé. Tu étais parti à dire qu'il y avait du danger dans la rue. C'est quoi le danger dans la rue? Ah non, j'ai pas dit qu'il y avait À part du danger. Je parlais des limites. Non, l'événementiel, c'est-à-dire le cirque, toi qui as enfin parlé de le danger. commercial. Non, il a dit danger. Ça peut servir à ça. Mais... Oui, les limites, c'est-à-dire effectivement voilà, quelque chose d'assez voilà, qui peut. Écoute, moi j'ai connu deux personnages, franchement, que l'histoire n'a pas retenu, c'est dommage. Il y a 40 ans à peu près, quand j'ai débarqué dans ce vieux continent, qui jouait à Beaubourg, au centre Pompidou. Alors il y avait un gars qui s'appelait. Attends, c'était Mouna, je crois. Oui, Je sais Mouna. pas si, tu l'as connu? Mouna Guigui, oui, très bien. Alors lui, franchement, hein, le mec c'était du théâtre ambulant. Donc il était avec son vélo et tu avais tout de suite une foule là qui se mettait autour. Ça faisait une manif, quoi. Oui, c'est ça. Oui.
Ça faisait une manif. Et il se faisait régulièrement expulser parce que trouble à l'ordre public, etc. Oui, c'est ça. Il alignait tous les PV qu'il avait sur son vélo. Enfin, c'était formidable. Hein. Donc, malheureusement, on n'en parle plus aujourd'hui, mais c'était Non, quand mais même, parce qu'il est mort, tout simplement. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et puis, il y avait un autre personnage, c'était un gars. Alors, lui, il se mettait toujours devant Beaubourg et il t'organisait, au fur et à mesure des passants, une pièce de théâtre. Et comme ça, il disait, bon, ben, vous ici, vous venez là, vous allez jouer tel rôle. Et vous là, vous jouez tel rôle. Et à la fin, tu avais 20 personnes qui jouaient, qui ne se connaissaient pas du tout, puisqu'elles ne faisaient que passer. Et puis, tu avais je sais pas, 50, 60 spectateurs, faciles, peut-être plus, qui étaient là en train de regarder. Magnifique, tu vois, magnifique. Oui, non. Il n'a pas fait école. C'est dommage. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Ah, bien sûr, oui. Ouais. La rue. Oui, oui, après, c'est vrai que j'aime bien la rue. On a fait un spectacle qui s'appelle Voisin anonyme qui se joue en cage d'escalier. On a pu travailler aussi sur d'autres spectacles qu'on dit théâtre tout terrain. Mais du coup, c'est comment on écrit ça. Hein. Ouais. Comment on écrit ça. Et du coup, voilà, je me retourne vers Ludo qui est là-bas, parce que c'est lui qui joue sur Voisin anonyme. Mais du coup, c'est assez particulier, effectivement, comme travail. Et puis, voilà, comment ne pas céder. Je reviens un peu sur, moi, les limites que je peux éprouver par rapport à ça. C'est comment ne pas céder à une tentation assez facile, entre guillemets, hein, de la tentation, de faire du truc qui est à guiche, quoi. Enfin, tu vois, et voilà, comment jouer de ça, toujours en trouvant un petit peu, parce que qu'est-ce qui nous intéresse au bout du compte? C'est quoi? Je reviens sur notre question de base du labo. Comment reconnaître encore le vivant? Donc il y a la question de la fragilité. Et du coup, dans cet exercice de théâtre de rue, qui ne m'est pas familier, hein, je n'ai pas tous les outils, tout ça. Hein. Donc après, quand je pense qu'il y a des gens qui travaillent cette question-là et qui vraiment ont peut-être sûrement les moyens de la trouver. Mais le moment où tu sais qu'en tant que spectateur, tu te dis, il y a un petit truc qui se passe là, c'est rare. C'est quand tu as ça, ce truc-là, ben, comment l'amener dans la rue? Ça, c'est ma question. Je ne suis pas sûr de... Voilà, comment trouver le truc? Et après, ça, c'est des outils. Donc après, tu as tes espaces. Moi, j'avoue que c'est vrai que, et d'ailleurs, sur Voisin anonyme, on le fait dans une case d'escalier, mais on a mis un carré au sol. Hein, parce que moi, ça me permet un petit peu d'avoir un espace, un petit peu, voilà, etc. Voilà. Mais oui, évidemment, du coup, on est en cage d'escalier, donc il y a des gens qui viennent et puis ils ne savent pas pourquoi, ils ne sont pas là en tant que spectateurs, ils sont là avant tout en tant que voisins, et ils traversent l'espace et il faut que le comédien, d'une manière ou d'une autre, en tienne compte. Donc après ça, c'est un peu aussi son travail, ça, voilà. Et on joue aussi pour que sa partition, on va dire, qu'il a de représentation, elle puisse être perméable à ça. Voilà. Mais voilà, c'est un exercice. Mais du coup, voilà, pour revenir un peu à qu'est-ce que nous, enfin voilà, qu'est-ce que moi j'ai envie de chercher dans le théâtre, c'est ça. C'est aussi trouver et comment trouver l'endroit du sensible. Comment on est encore sensible? Je reviens sur la phrase d'Artaud. Qu'est-ce qui fait que nos usures à la sensibilité? Et peut-être que effectivement sur cette tonne, là je reviens sur la question d'écran, voilà, ben voilà, toute cette mise en œuvre un peu d'image, voilà, de sensation, du sensationnel, à plus quoi en faire. Ben, qu'est-ce que ça produit? Et moi je m'interroge encore parce que si tu veux, pourquoi on fait ce laboratoire à l'époque? C'est pas parce que tiens, on s'est dit tiens, on va se réunir pour faire un laboratoire à l'époque. Le constat, il est clair, c'est que les salles de théâtre aujourd'hui, les gens ne discutent plus. Ils discutent plus ce qu'ils ont vu, ils viennent de voir. Enfin, c'est difficile. Les gens, ils vont voir un spectacle, derrière, ils sortent. Il n'y a plus cet espace-là. Alors après, je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut que ça. Mais du coup, comment ces espaces-là, comment les rendre encore plus sensibles et les rendre
Karen, tu voulais dire quelque chose? Oui, non, parce que Les gens discutent plus tout simplement parce que c'est le théâtre comme le chewing-gum est devenu un produit de consommation et que bon, ils ne viennent plus après les représentations, pouvoir s'informer un peu plus. Ils ont consommé, ben récemment. Parce que c'est pas ça le but maintenant, contemporain, comme tu aimes, tu vas utiliser contemporain pour dire actuel. C'est pas un peu ça. Probablement, le théâtre n'échappe pas à son temps et à la manière dont la société s'est organisée, les couloirs, comment ils sont organisés. On suit. Plutôt que d'apporter, on suit. Une réflexion suite en guise de divertissement qu'on avait joué à la Maison de la Culture en début de saison. Des personnes nous ont dit, après le spectacle, il y avait un petit temps de discussion, et des personnes nous ont dit ouais, je suis pas sûr d'avoir tout compris, tout ça, enfin voilà, mais et je dis, mais d'un livre ou d'un film, on dirait, tiens, je le reverrai bien, je vais peut-être le relire. Une pièce de théâtre, on ne pratique pas ça, par exemple, d'aller revoir des spectacles plusieurs fois, voilà. Et je m'interroge sur ce truc-là. Pourquoi? Bon, alors après, effectivement, le prix de la place est conséquent. C'est 20, 22, 23 euros, un truc comme ça, quand même. Mais du coup, c'est aussi, bon, ici au Safran, c'est moins, quoi. Je crois, je sais plus, au Safran, c'est... 21 ? Ah non. 5 euros. 10 euros. Qui dit mieux? Non, ce que je veux dire, c'est que du coup, comment on pratique ça aussi, quoi. Et quelles sont les attentes? Moi, j'ai aussi des fois des rencontres avec des gens qui disent « Ah, j'aurais cru que ça aurait été ça, etc. Je m'attendais à ça, etc. » Les gens se fabriquent des attentes. Moi, je sais, hein, moi, je vais voir un spectacle. Maintenant, je fais ça depuis quelques temps maintenant. Je ne lis pas forcément la Bible. Ça s'appelle comme ça. La Bible, le truc qui présente le spectacle. Je ne lis pas. Pour pas me fabriquer des attentes. Et d'être là, comment je vais pouvoir être mobile vis-à-vis de ce qui va m'être proposé. Mais après, voilà, c'est des réflexions. Moi, je sais que ma pratique de ces conversations, après, c'est que très souvent, on n'a pas grand-chose à dire. C'était beau, ou j'étais bien, ou j'étais fort, ou j'étais ému. Je vous aime, bon, ça peut super arriver. Non, mais ça peut. Oh, qu'est-ce que mais c'est tout ce que je dirais. C'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile de discuter après un spectacle. Après. Et puis bon, ça m'arrive aussi de faire des tunnels et j'ai l'impression de faire chier tout le monde, quoi. C'est vrai. C'est peut-être plus facile de parler après un spectacle que de parler de spectacles qu'on n'a pas vus. Oui, c'est difficile. C'est le problème de... Pour moi, la parole, ça ne suffit pas à comprendre en profondeur ce qu'on veut exprimer. Il faut l'expérience. C'est une chose qu'on a cessé de comprendre, me semble-t-il, aujourd'hui. Ou qu'on ne fait plus comprendre. Tu vois, c'est comme tout à l'heure par rapport à Brecht. Tu vois, on ne va pas imiter Brecht. On n'est pas obligé d'imiter ou de se comparer. Il suffit de s'en inspirer, c'est tout. Dans plein de domaines, aujourd'hui c'est comme ça. On refuse, on rejette, on repousse. Non. Parce qu'on veut faire absolument du neuf, comme si c'était du neuf. Comme si le neuf existait. Je pense pas. Enfin, en tout cas, pour revenir à ça, il n'y a personne aujourd'hui qui pourrait dire je refuse de faire. Enfin, il y a vraiment une conscience d'être aussi perméable à tous ces mouvements-là. Après, c'est qu'est-ce qu'on fabrique avec ça et qu'est-ce qu'on fabrique comme aussi une nouvelle forme hybride. Hein. Voilà. C'est des choses. On est les uns les autres, les
les différentes personnes les artistes sont inspirés par différentes personnes et ils fabriquent après un truc qui leur appartienne comme étant un réceptacle de l'ensemble par rapport à un temps dans lequel ils se retrouvent. Et une nécessité, c'est aussi la question de la nécessité. Qu'est-ce qui nous amène à ces endroits-là et qu'est-ce qui nous amène à faire ça? Parce qu'au bout du compte, c'est quand même des actes de création. Les actes de création, c'est pas non plus comme ça, tiens, je vais faire du théâtre, quoi, ou je vais faire une pièce. Il y a là nécessairement une question de nécessité. Et c'est qu'est-ce qui nous amène à ça? Bon, Brecht peut témoigner. L'histoire du XXe étant quand même chargée, il y avait des urgences. Il y a des gens aussi, je n'ai pas parlé j'essaierai peut-être l'année prochaine de parler de Tadeusz Kantor. Comment on en arrive à faire des formes ultra radicales sous l'occupation dans des caves. Mais c'est ultra radical. Mais voilà, c'est pas des gens qui sont là en train de te donner des leçons de quoi que ce soit. Mais c'est la nécessité. Qu'est-ce qui fait nécessité? Et je vais te dire, moi je suis pas forcément je suis pas sensible forcément en me disant je suis plutôt de telle et telle école. Je sens, il y a quelque chose qui quand je suis touché par, et là je sens la nécessité des gens là qui sont là en face de moi pour faire ça. Ils sont dans leur nécessité. Et ça, voilà, je pense qu'il faut aussi, parce qu'on est très vite aujourd'hui dans un temps abreuvé de multiples formes, voilà. Et je pense qu'il faut, pour revenir pour moi, on parlait un peu de notre labo avec Miguel, qui est de comment encore reconnaître les espaces, le vivant. Je pense que ça fait partie d'un des marqueurs pour moi. La question du nerf, de qu'est-ce qui fait que. Mais moi je disais tout simplement, si tu veux, quand on fait du théâtre, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur les grands créateurs, les grands metteurs en scène, les grands artistes qu'il y a eu en matière de théâtre. Non. Et moi, ce que je vois parfois, c'est qu'il y a des gens qui font du théâtre et qui ne connaissent rien du tout, quoi. Qui ont tout oublié ou qui ne veulent plus voir, etc. Mais je peux te changer de champ. Hein. En politique, c'est exactement pareil. C'est comme quelqu'un qui se revendique comme étant du trotskisme et qui n'a jamais du Trotsky, qui ne sait même pas qui c'était, quoi. Tu vois, aujourd'hui, on arrive à des absurdités comme ça.